Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour et bienvenue à tous. Que recouvre ce label français Secnum Cloud qui est censé garantir la plus haute sécurité sur nos données sensibles? On en parle, je poserai en tout cas la question à Stéphane Ankawa, directeur général du premier acteur en France à avoir obtenu ce label, OuDrive. Ce sera donc son interview dans quelques instants. Mais le cœur de l'émission, lui, sera dédié au débrief de l'actu. On parlera notamment de l'enquête de l'autorité de la concurrence sur les pratiques des éditeurs de logiciels avec une première instruction portant sur SAP. On évoquera évidemment Elon Musk avec la polémique qu'il nourrit sur le nombre de faux comptes sur Twitter. Et puis on commentera encore une fois ce crash des crypto-monnaies avec ce que ça augure pour la suite. Mais ce ne sera pas fini. Ensuite, on aura un rendez-vous avec le monde du libre et on s'interrogera là sur ce qu'est le cloud libre. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de ce label très haute sécurité sur les données. Dès lors que les entreprises s'engagent à héberger des données sensibles, elles doivent être en mesure de garantir un haut niveau de sécurité. Pour s'en assurer, on peut se référer en France à un label, il s'appelle Secnum Cloud. Bonjour Stéphane Ankawa. Bonjour. Vous êtes le directeur général de OuDrive, qui est un groupe français, acteur majeur en Europe de la gestion des contenus sensibles. Vous avez été le premier acteur en France à obtenir ce label, c'était en 2019. Et là, vous venez d'obtenir pour la deuxième fois cette même qualification pour 3 ans. Donc vous connaissez très bien les contours du label Secnum Cloud. On parle d'un niveau de sécurité très haut. Haut jusqu'où? Est-ce que c'est le plus haut en France, en Europe, dans le monde? Alors, effectivement, d'abord, il faut faire une différence majeure entre le label et la qualification. Le label, c'est quelque chose qui est fait autour de certaines entreprises privées. La qualification, c'est bien un cahier des charges qui est édité par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, rattachée au Premier ministre. Et donc, effectivement, ils ont qualifié ce référentiel. Ce référentiel est aujourd'hui la qualification la plus haute en France pour la partie cloud. On trouve plus haut ailleurs, déjà, juste pour nous situer? Est-ce qu'on trouve plus haut en Europe, déjà? Non, il y a un travail qui est aujourd'hui fait par l'ENISA, qui essaye de faire converger tous les référentiels nationaux vers un référentiel européen. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le référentiel Secnum Cloud est le niveau le plus élevé parce qu'il prend notamment en charge la partie juridique d'extraterritorialité. En fait, le problème des données sensibles, il est notamment issu du Cloud Act, donc américain, qui autorise le gouvernement américain, sur simple requête, de pouvoir demander à tous les éditeurs de logiciels américains, quelles que soient les zones d'hébergement des données, d'extraire ces données et de les rapatrier pour étude au gouvernement. Donc, évidemment, on est entre la protection du pays, on est entre la protection de la sécurité nationale et la guerre économique. Et à ce jeu-là, c'est vrai que les Américains sont quand même très, très puissants, très voraces. Et donc, on a évidemment nos clients français et européens qui se demandent comment il est possible qu'un comité de direction, un business plan ou un investissement puisse être évidemment transmis au gouvernement américain. Donc, on a vraiment cette notion de sécurité physique. Comment gère-t-on la sécurité dans nos data centers, dans nos entreprises? On a une sécurité qui est de l'ordre de la technologique, de la sécurité logique, c'est-à-dire tous ces algorithmes qui viennent nous protéger avec des barrières informatiques. Et puis, on a cette sécurité juridique extrêmement importante parce que nous, OuDrive, nous garantissons à nos clients qu'il est impossible de nous demander l'extraction de nos données pour les transmettre à quelque gouvernement que ce soit. Comment on rend ça impossible? On rend ça impossible d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, on n'est pas soumis à ce Cloud Act, donc aujourd'hui, nous n'avons aucune autorité qui peut nous demander l'extraction de nos données de nos data centers pour les transmettre, évidemment, pas au gouvernement américain. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un acteur français, mais si on prend un acteur américain?
Oui, eh bien lui était à cause du Cloud Qui Act. obtient ce label Secnum Cloud? Alors c'est là où aujourd'hui il est impossible pour eux d'obtenir ce label. Et donc il y a évidemment toutes les grandes discussions qui sont autour de ça parce qu'ils ne répondent qu'à 2 critères, au mieux à 2 critères. Le critère de la sécurité physique, le critère de la sécurité technologique, mais ils ne répondent pas aux critères juridiques. Donc ils sont obligés de venir en prestataire, en fait, en deuxième rideau, dans les offres de cloud souverains. On trouve quand même des Américains, mais ils ne sont pas... Ils ne peuvent pas garantir... Ils ne sont pas sous ce label Secnum Cloud. Absolument. Ils ne peuvent pas garantir à leurs clients, aux clients français et européens, le fait qu'ils ne puissent pas transmettre ces données. Alors, le fait que vous soyez finalement assez peu à avoir ce label, ça montre toute la difficulté quand même de répondre à ces exigences. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce que ça engage comme travail de votre côté? Alors, chez WoodDrive, c'est à peu près 5 ans de travail. 5 ans de travail avec les différentes instances, parce que dès lors qu'on touche aux 3 volets, évidemment, physique, technologique et juridique, il faut adapter tout l'écosystème. Il faut adapter typiquement nos bureaux, il faut adapter nos salles de travail, la qualification des personnels qui vont travailler sur tout ce qui est en production. Donc il y a un gros travail de préparation. Et puis derrière, il y a un travail de gestion du risque, c'est-à-dire d'identifier sur chaque sujet de l'entreprise où est-ce qu'il peut y avoir un risque, comment on contourne ce risque-là, quel plan d'action on met. Et donc c'est un travail effectivement d'environ 5 ans. 5 ans, et c'est un coût aussi, j'imagine, élevé? Oui, c'est un coût élevé. C'est un nombre de personnes importantes qui travaillent dans l'entreprise sur ces sujets-là. Si vous voulez, Secnum Cloud ou la requalification Secnum Cloud, c'est régulier, c'est tous les 2 ou 3 ans selon l'étape. Vous avez entre ces 2 audits de qualification un audit de surveillance et donc vous avez des audits internes pour vous préparer à ça. Donc je dirais que un peu plus de la moitié de l'année, nous avons des équipes qui travaillent exclusivement sur cette qualification-là pour pouvoir assurer toujours cette évolution. Alors, est-ce qu'on va peut-être pas un peu trop loin finalement? Est-ce que ça peut pas devenir un frein pour développer son activité en France? On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs français qui n'ont pas forcément aujourd'hui les reins suffisamment solides pour obtenir ce label. Quel est votre regard là-dessus? Je suis épaté par l'ingéniosité des personnes malveillantes. C'était vrai il y a 1 siècle ou 2 siècles quand on parlait des casses dans les banques. Aujourd'hui, nous avons quand même une quantité astronomique de gens très ingénieux qui ont cette capacité de pouvoir rentrer sur un site, sur un intranet et finalement d'observer ou de gérer cette donnée sensible. Donc, il est évident qu'il faut avoir des règles, il faut qu'on soit extrêmement attentif, qu'on soit vraiment proactif dans la gestion de ça. Et je pense que, oui, ça demande quelque chose qui est un travail qui est colossal. En même temps, sans ça, je pense qu'on s'endormirait, on serait probablement plus... on subirait. Et donc, on reste sans arrêt sur cette proactivité-là. Donc, vous pensez qu'on ne se freine pas, qu'on ne freine pas notre propre activité. Vous parliez de discussion au niveau européen. Il y a effectivement une nouvelle norme de confiance qui est en train d'émerger. Vous participez aux travaux, d'ailleurs, pour ce Secnum Cloud européen. Est-ce qu'on partirait sur la même base? On irait encore plus loin ou à quelque chose de plus intermédiaire? Les discussions qu'il y a majoritairement sont des discussions entre le niveau que nous avons en France et un niveau un peu plus bas. Et en fait, le vrai différentiel aujourd'hui qui fait du lobbying à droite ou à gauche, c'est est-ce qu'on doit absolument inclure cette protection juridique. En d'autres termes, est-ce qu'on doit laisser les opérateurs américains obtenir ce label? Exactement. Ça. Ou en tout cas, toutes les entreprises qui n'ont pas un siège en Europe avec un capital majoritairement européen. Donc oui, alors après, il y a effectivement différents pays parce qu'il y a une culture différente. Il y en a qui sont soumis beaucoup plus aux cultures du Commonwealth en termes de façon de gérer le droit. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus dans la notion des règles, et c'est un peu le cas en France. En France, on a besoin de règles pour pouvoir auditer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir garantir. Donc c'est ces cultures-là qui s'opposent avec, nous en tout cas on l'espère, une décision courant 2023 sur cette qualification EUCS et le contenu de cette qualification. Merci beaucoup Stéphane Kawa pour nous avoir éclairé sur tout ce que recouvre ce label et cette qualification autour du Secnum Cloud, la sécurité pour nos données sensibles. Stéphane Kawa, directeur général de WoodDrive. Merci encore. Merci. C'est l'heure de notre débrief de l'actu Hebdo Tech.
Alors, pour commenter l'actu tech aujourd'hui, je reçois Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Nous avons également par Skype Stanislas Mako, le fondateur de Carlat, avec qui on pourra parler du crash des crypto-monnaies. Alors, je voulais qu'on commence par commenter le nouveau gouvernement avec le nouveau ministre du numérique, mais visiblement, ce n'est pas encore annoncé, à moins que ce soit vous, Alain, alors. Blague. Bon, très bien, tant pis. On aurait eu un super scoop, ça aurait été top. Mais à la place, nous allons commenter cette autre actualité. L'autorité de la concurrence qui a décidé d'instruire une enquête sur SAP. Alors au départ, c'est une démarche du SIGREF, donc qui représente les directions informatiques des grands groupes et organisations françaises, contre les pratiques déloyales de certains éditeurs de logiciels. Première question, Henri Dagrin, qu'est-ce que vous reprochez à ces grands éditeurs ? Alors, nous reprochons de nombreuses pratiques que nous qualifions à tout le moins de déloyales. Elles sont multiples. Je prendrai quelques exemples. Par exemple, les ventes liées, les évolutions du pricing de ces offres qui sont peu lisibles. Donc des prix qui augmentent sans qu'on comprenne trop pourquoi. Voilà, et souvent d'ailleurs à isopérimètre fonctionnel, des démarches qui ont toutes pour enjeu, objet, d'enfermer les clients dans les solutions proposées par ces opérateurs de solutions et donc services. Pas suffisamment de portabilité finalement en matière de cloud et d'hébergement des données principalement. Des données qui est très compliquée, l'interopérabilité entre les solutions qui est très faible, la réversibilité des offres qui est souvent quasiment inexistante. Donc toutes ces pratiques que nous pensons être potentiellement anticoncurrentielles sur les marchés considérés. C'est pourquoi nous avons déposé à l'été 2021 plusieurs saisines concernant plusieurs opérateurs, dont SAP. Et aujourd'hui, dans le contexte européen, probablement de répartition des responsabilités entre les différentes autorités de la concurrence, eh bien, l'autorité de la concurrence française a décidé d'instruire la saisine du SIGREF relative à SAP. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est pourquoi on démarre avec SAP, un acteur européen finalement. D'abord, le droit de la concurrence, il ne s'applique pas qu'aux opérateurs extra-européens. J'entends bien, Henri Dagrin. Ça, c'est la première chose. Et que pour les adhérents du SIGREF, le sujet n'est pas la nationalité des entreprises, mais leur pratique. Donc ça vous semble justifié de commencer par cet acteur-là ? Je ne sais pas si c'est justifié. En tous les cas, c'était une saisine que nous avions déposée. Et ces saisines s'inscrivent dans un contexte politique de régulation des opérateurs sur le marché européen, qui n'est pas directement engagé pour évincer les acteurs extra-européens, ce n'est pas le sujet, mais c'est que le marché, et notamment le marché du cloud et des services cloud, sur le marché européen, soit mieux régulé. Donc on commence à faire le ménage chez nous, en fait, c'est ça ? Non, pas le ménage chez nous. Pour réguler ce marché, pour rétablir des équilibres entre les fournisseurs et leurs clients d'une part, et entre les fournisseurs de différentes nationalités, qui soient d'ailleurs européens, extra-européens, pour qu'il y ait une saine concurrence sur ce marché des solutions et services cloud. Non, mais je vous dis tout ça parce que moi, la première réaction, je me suis dit finalement, est-ce qu'on ne commence pas par se fragiliser nous-mêmes avec nos acteurs européens qui ont quand même... Voilà, alors SAP, c'est pas un petit acteur. Je pense que ça ne va pas fragiliser SAP. On est d'accord. SAP a les reins parfaitement quand même, si on change les règles... Quand on dit SAP est un acteur européen, bien sûr, le siège de SAP est à Walsdorf, mais beaucoup de services corporate en Allemagne, mais beaucoup de services corporate sont situés aux États-Unis. Et dans les pratiques, il n'y a pas de différence entre ce que l'on peut constater chez SAP et chez d'autres acteurs. Oui. Alain, une réaction. Sachant qu'effectivement, l'Europe est plus sensible à ce genre de choses que les Américains ou... c'est en train de changer. C'est en train de changer. Pour rebondir sur ce que vous disiez, si l'Europe était toute seule à faire ça, fragiliser les acteurs européens, pendant que les acteurs, par exemple américains, ne subissaient pas les mêmes problèmes et donc pouvaient croître et embellir, là, ce serait un vrai problème. Dans la mesure où l'Amérique se réveille aussi, la Chine, c'est un autre sujet, c'est très opaque, mais donc la règle s'appliquant sur les deux continents... La Chine fait son propre ménage chez elle, déjà. Oui. Donc on se dit...
finalement, on ne fait qu'appliquer un truc très standard qui est quand la plateforme prend tout, winner takes all, le régulateur intervient pour dire c'est plus possible parce que ça se passe au détriment des clients. Alors on est très habitué dans les plateformes B2C, et ça marche aussi dans les plateformes B2B. Donc jusque-là, c'est la vie normale, on va dire, de l'évolution des affaires et du régulateur. Mais je pense que ça se situe dans un contexte plus global, cette saisine sur SAP. Parce que nos partenaires allemands, Voice, avaient également eu une démarche un peu analogue auprès de l'autorité de la concurrence allemande, je crois que c'était en 2018, et ça n'avait pas véritablement abouti. Il me semble, mais ça c'est mon analyse un peu personnelle, qu'il y a une répartition des charges entre les différentes autorités de la concurrence européenne et la Commission européenne, la DG Comp, et que vous savez qu'actuellement il y a notamment une plainte d'OVH et d'autres opérateurs de services cloud qui a été déposée auprès de la DG Concurrence à la Commission européenne, qui est en cours d'instruction. Il y en a d'autres certainement qui sont en cours d'instruction ou qui vont déboucher. Donc il y a comme ça un plan de charge européen sur la concurrence, et ça s'inscrit dans cette dynamique qui est engagée avec le Digital Market Act, qui va définir qui sont les gatekeepers, notamment sur les marchés des services aux entreprises, les marchés professionnels, le marché numérique professionnel. Il y a le Data Act également, qui va réguler certaines pratiques, notamment sur la portabilité. Mais là, ça veut dire qu'il faut être prêt à attendre 2023-2024, Henri Dagrin. Mais bien sûr, mais il faut partir du réel. Donc il y a les instruments des autorités de la concurrence, et puis il y a les nouvelles régulations qui vont arriver. Tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale qui peut paraître peu lisible pour les non-initiés, mais il me semble qu'il y a quand même une volonté très claire qui se dessine pour mieux réguler ces marchés et rétablir les équilibres, d'une part entre les clients et leurs fournisseurs, d'autre part entre les différents opérateurs, qu'ils soient européens ou non. On enchaîne avec une autre actualité que je voulais vous faire commenter, c'est Elon Musk et ses faux comptes Twitter. Alors, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'on a vu le patron de Twitter lui-même aller défendre son sujet sur le réseau social. Je crois qu'il a posté tout un fil, une quinzaine de tweets pour expliquer à Elon Musk les mesures qui étaient prises pour lutter contre les faux comptes. Et puis Elon Musk a répondu par l'emoji d'une crotte. Du grand Elon Musk. On le voit à l'image, je ne sais pas, mais enfin c'est quand même assez flagrant. Voilà. Du Elon Musk, oui, mais alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment mal parti finalement ce rachat de Twitter par Elon Musk? C'est peut-être à corréler d'un autre sujet sur le crash des bitcoins et des crypto-monnaies. Elon Musk, il n'a pas voulu dire combien il avait en crypto-monnaie. C'est déjà qu'il a fait marche en arrière, il vendait des Tesla en crypto-monnaie puis il est revenu en arrière. Oui. Si une part significative de l'argent qu'il comptait mettre sur Twitter vient de crypto-monnaie, il l'ajuste plus. Donc ça peut être aussi simple que ça. Et le cours de l'action ayant dévissé, étant descendu au-dessus des $40 venant de sa proposition à 54, il peut faire moins 30, c'est pas mal. Alors, en même temps, on peut comprendre que racheter une entreprise, parce que là, en fait, le chiffre qui est évoqué serait de 5% officiellement, et Elon Musk, lui, il parle plutôt de 20%. Il est même allé jusqu'à appuyer un tweet qui parlait de 50% de faux comptes sur Twitter. On se dit, effectivement, racheter une boîte où 50% des comptes sont faux... Ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y a de nombreuses officines qui font de la désinformation ou des opérations d'influence qui utilisent des robots pour créer des milliers et des milliers de comptes et puis inonder Twitter et d'autres réseaux sociaux d'informations falsifiées. Il y a eu une très belle opération menée par le ministère des Armées il y a quelques jours pour débunker les informations russes sur les allégations de charniers qu'aurait laissé l'armée française sur une base au Mali. Et il faut saluer l'intelligence qu'a eue le ministère des Armées et l'état-major des Armées pour démontrer, mais par le menu, la façon dont cette opération de désinformation a été menée avec des milliers et des milliers de comptes, notamment sur Twitter, qui sont des faux comptes dédiés à la désinformation au profit de l'État russe. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a un tel
mouvement massif de désinformation qu'on en vient à soupçonner effectivement la réalité des comptes derrière ceux qui relaient ces informations. Mais pour autant, Elon Musk nous dit il faut davantage de liberté d'expression, il faut moins de modération. Oui, pas très cohérent, finalement. Il a dit à Thierry Breton, qui l'avait croisé aux États-Unis. Il a salué la démarche européenne. Il a dit que je suivrai la modération. Bon, bien sûr. Donc, je crois qu'avec le DSA, le Digital Service Act, l'Europe a fait un pas en avant très substantiel, justement pour lutter contre ces opérations. En même temps, si finalement il avait déjà dans la tête qu'il ne rachèterait pas Twitter, c'était facile de dire oui, on va tout respecter, Monsieur Breton. Si quelqu'un est dans la tête d'Elon Musk, j'aimerais bien qu'il vienne nous en parler. Bon, enfin, rétractation ou pas, affaire à suivre avec Elon Musk. Peut-être est-ce lié effectivement à ce crash des cryptos. Donc on va faire intervenir notre invité par Skype, Stanislas Mako. Bonjour, vous êtes connecté avec nous. Bonjour. Vous avez suivi sans doute nos discussions. Alors rappelez-nous un petit peu déjà le contexte, là, ce qui se passe dans le milieu des crypto-monnaies. Alors, le contexte est assez simple. On va dire que la plupart des crypto-monnaies ont perdu 50% de leur valeur depuis leur plus haut historique respectif. Donc là, on avait un Bitcoin qui a dû atteindre, je crois, les 64 000 $ à son plus haut et qui là maintenant est autour des 30 000 $. Oui. Donc il y a un effet, alors avec plein de corrélations différentes, mais il y a un effet fort sur le cours des cryptos en ce moment, et donc on peut appeler ça effectivement un crack. Donc il y a un effet, est-ce que vous voyez un effet domino, parce qu'on a vu donc d'autres crypto-monnaies dans le sillage du Bitcoin s'effondrer, mais jusqu'où peut aller cet effet domino, ou est-ce que ça vous semble assez circonscrit ? Alors, il y a un effet domino qui est lié aussi à la conjoncture. Les crypto-monnaies sont quand même de plus en plus liées à la conjoncture économique mondiale, et on est tous d'accord pour dire qu'on traverse une crise économique, on sort d'une pandémie, on rentre dans une guerre où parfois on se demande si elle ne va pas être mondiale, on est quand même dans une incertitude profonde. On entame aussi tout le monde nous annonce qu'il va y avoir les pires famines à cause de la sécheresse en Inde. On est quand même dans une incertitude mondiale qui fait que d'une manière générale, tous les marchés sont à la baisse, pas seulement le cours des crypto-monnaies. Est-ce que c'est un effet domino ? Je ne saurais pas le déterminer. Je pense que c'est un effet global surtout, et que toutes les bourses même ont tendance à baisser. Oui, mais alors j'avais posé la même question, parce que depuis le début de semaine, j'essaye de comprendre et qu'on me fasse un peu de pédagogie sur ces sujets-là, mais on pensait que les crypto-monnaies pouvaient justement être une sorte de valeur refuge dans des contextes de crise, dans des contextes de guerre. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt le contraire. C'est les actifs les plus risqués. Oui, on fera réagir Stanislas après, oui. C'est les actifs les plus risqués. Et là, dès que ça devient incertain, on a envie de réaliser des liquidités. Les premières qu'on va chercher, c'est forcément les cryptos. Et comme il n'y en a pas tant que ça, dès qu'on est quelques acteurs forts, dès qu'ils sont, j'en suis pas, quelques acteurs forts à aller chercher des liquidités, ça effondre le cours. Je pense que il faut pas tellement chercher plus loin. Henri, pardon. Je ne commenterai pas d'abord parce que je suis certainement pas le mieux placé pour en parler. Mais cette remarque récurrente et cette critique récurrente des crypto-monnaies sous l'angle effectivement d'actifs qui sont essentiellement dont la croissance est essentiellement drivée par la spéculation, les accusations de pyramide de Ponzi, de madophisation des cryptos. Voilà, moi je regarde ça en béotien et avec un regard extérieur, mais je ne suis pas forcément étonné. Bon, alors, moi, j'ai reçu quand même Faustine Fleuret de l'ADAN hier, qui m'a expliqué que en France, en tout cas, les crypto-monnaies et tous les acteurs du monde des cryptos étaient restés plutôt solides sur ces bases, que la régulation fonctionnait ici. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Vous êtes aussi un spécialiste des NFT. Est-ce que cet effondrement-là de grosses crypto-monnaies quand même, est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui était quand même aussi en plein dans l'emballement ?
Oui, alors il a un impact. Il était aussi dans l'emballement. Il était dans l'emballement dans la même période où le Bitcoin était dans l'emballement. Je vous partage juste un graphique sur les différentes valorisations du Bitcoin. On est monté donc en fin novembre de l'année dernière à un plus haut historique. On est effectivement plus bas aujourd'hui, 2 fois plus bas que le plus haut historique. En attendant, on est aussi largement 2 fois plus haut que les différents cours d'il y a 2 ans. Donc, on se pose toujours la question de Bitcoin is dead. Voilà, tous les marqueurs, tous les points rouges, c'est l'ensemble des moments où on a dit que le Bitcoin était mort et il n'y avait plus d'intérêt au Bitcoin. Bon, voilà, c'est pas la première fois qu'on a cette discussion, on l'a régulièrement. Moi, je ne pense pas que le Bitcoin soit mort, je ne pense pas que les crypto-monnaies soient mortes. On est dans un effet, en fait, où effectivement, il y a une conjoncture générale où les choses se crispent. Ça se crispe aussi, effectivement, sur le marché des NFT, parce que les NFT sont essentiellement payés en crypto-monnaie. Quel est l'intérêt de vendre son NFT à un moment où la crypto-monnaie vaut 2 fois moins cher ? Alors sur CalArt, nous on le fait avec des euros et des dollars, donc il n'y a pas spécialement ce moment de crise sur CalArt, mais effectivement dans le marché général des NFT se refroidit lui aussi. Et c'est normal, c'est très conjoncturel et on le voit par ailleurs, on ne le voit pas seulement sur les crypto-monnaies, on ne le voit pas seulement sur les NFT. On peut dire que, si on veut, les crypto-monnaies sont peut-être une pyramide de Ponzi, je ne le crois pas, parce qu'il y a un nombre de crypto-monnaies définies, en tout cas pour le Bitcoin, il y a un nombre de Bitcoin définis sur le marché et c'est ce qui en fait une valeur plus ou moins refuge. Elle aurait pu s'écraser beaucoup plus. Et quelque chose qui a renforcé la crise qu'il y a sur le Bitcoin sur les derniers jours, c'est le stablecoin UST. C'est quelque chose dont vous avez peut-être parlé au cours de la semaine, mais il y a quand même un stablecoin qui s'est complètement écrasé. La crypto-monnaie Luna qui, elle, s'est complètement écrasée. Et en fait, le Luna était en partie composé En fait, son mécanisme pour définir une valeur stable et son mécanisme pour avoir un taux constant à $1 pour la stablecoin UST était basé en partie sur le fait que le Luna était composé de Bitcoin. La réserve qui permettait de maintenir le cours était composée en partie de Bitcoin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour maintenir le plus possible le cours du stablecoin UST à $1, il y a eu énormément de ventes de Bitcoin faites par la fondation Luna et la fondation Terra, pardon. Et du coup, il y a eu une crise dans la crise au niveau du Bitcoin, mais qui est corrélée aussi à ce qui s'est passé au niveau de ce stablecoin, qui était algorithmique et du coup, forcément un peu risqué. Et oui, là où il y a des risques, parfois il y a des vrais risques et il y a des gros enjeux. Des gens qui peuvent placer des fortes sommes sur des choses où tout le monde dit c'est très risqué, faites attention, n'y mettez jamais toutes vos économies, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ceux qui mettent plus se retrouvent dans des situations difficiles. C'est un petit rappel à l'ordre. Et puis, c'est vrai que je vous remercie beaucoup, Stanislas Mako, parce que vous avez pu, je trouve, bien décrypter le mécanisme de ce qui s'est passé. Et on voit qu'effectivement, l'algorithme a répondu à la crise à laquelle il faisait face et jusqu'à carrément, pratiquement tuer, finalement, sa propre monnaie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de CalArt, Stanislas Mako. On termine avec le regard disruptif, évidemment, d'Alain sur l'actu. Oui, en fait, c'est toujours marrant. Il se passe des choses dans les mêmes semaines qui sont perturbantes. Donc, cette semaine, il y a Flink, qui est une start-up, enfin une grosse start-up, c'est une licorne maintenant d'ailleurs, qui fait du quick commerce, c'est-à-dire qui livre en moins de 15 minutes à vélo des produits, qui vient racheter Cajoo. Cajoo, c'est un petit Flink, très petit Flink français. Un Flink, c'est 90 villes, Cajoo, c'est 9 villes, donc voilà. Et au capital de Cajoo, il y a Carrefour, et Carrefour monte au capital de Flink. Si on cherche à comprendre pourquoi ça... Je me suis un peu perdue au passage. Alors, oui. Dans les années 60, en plus court. Dans les années 60, se sont implantés les hypermarchés au moment de l'âge d'or de la voiture.
Oui. Bien. Donc on mettait tout au même endroit et on allait en voiture au parking. Oui. Là, c'est le défi de la livraison à domicile. Tout con que la voiture n'est plus en odeur de sainteté, surtout en ville. Et donc, du coup, est venue la livraison à vélo. Oui. Et donc, Carrefour, je trouve ça très bien du côté de Carrefour de se dire, mon modèle change parce que les usages changent, parce que la réglementation change. On a moins en moins de droits d'installer des hyper. Et donc, je vais jusqu'à livrer les gens chez eux. Donc, c'est après le fait que je prends les choses, le drive enfin bref. Oui, vous allez collecter ces courses, voilà, là on se fait livrer. Je fais livrer. Bien. Et donc ça c'est un truc très, j'allais dire normal, et quand même Flink qui est valorisé 2 milliards. Avant l'acquisition et après, je ne sais pas combien, des chiffres fous circulent. Bien. Et dans le même temps, vous avez Uber Eats qui expérimente à San Francisco deux systèmes de livraison à robots. Pardon, oui. Avec des robots. Donc, d'un côté, vous avez des livreurs en vélo qui ne sont pas salariés. On est vraiment dans le modèle Uber classique, qui sont payés 10 € de la course. Et de l'autre côté, le Uber en question, qui probablement a expérimenté les limites de son modèle, qui n'a pas eu les moyens, vous vous souvenez, de poursuivre sa course vers les véhicules autonomes, les moyens financiers, qui fait avec, d'ailleurs, les gens à qui il a revendu sa filiale, pour une partie de son activité, de ses tests, qui dit, du coup, c'est des robots qui vont livrer. Je remplace donc, je fais faire par des robots ce qui sont faits auparavant par des humains. Et donc là, ce qui me perturbe, c'est que d'une part, en Europe, on est sur une droite ligne, la continuité de l'activité depuis un demi-siècle, la distribution qui se rapproche des gens, mais avec des moyens, je dirais, classiques. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on pousse des moyens technologiques pour faire la même chose. Et voilà, on est encore c'est un problème de régulation pour l'instant aussi, pour les livraisons par drone. Oui, alors ils font ça pas par les airs, par terre. En fait, ils ont deux types de robots. Un robot qui ça pose quand même une question de régulation du partage de l'espace public. Alors, le robot qui prend les trottoirs et la voiture qui prend la route. Ouais. Il y a les deux. Mais effectivement, et pardon Anne Hidalgo qui dit je veux pas trop de dark store. Donc, une troisième régulation sur combien je mets dark store. C'est les petits magasins où j'ai pas le droit de rentrer qui ont les produits prêts pour être livrés. Qui sont vraiment dédiés à la livraison. Mais la régulation elle joue toujours un rôle. On l'a vu avec SAP positif dans la série, dans le genre où il faut protéger les clients, quels qu'ils soient, B2C ou B2B. Mais elle peut être aussi un frein dans le développement de l'innovation. Un mot. Un mot, mais en fait, on est face à des systèmes assez cycliques. Jusque dans les années 50-60, les campagnes françaises étaient sillonnées par des boulangers, et c'est encore un peu le cas, par les boulangers, les épiciers, le boucher, le poissonnier qui venait une fois par semaine le vendredi, le livreur de lait dans les villes, avant ça, le porteur d'eau. Enfin, vous voyez, ce sont des phénomènes assez cycliques quand même, et qui doivent peut-être regarder dans le temps long et comprendre pourquoi à un moment donné, un phénomène s'est tari et a été remplacé par un autre, et pourquoi est-ce qu'il revient. Je pense qu'il y a peut-être une explication dans le temps long qui pourrait être recherchée, ça ne serait pas inintéressant. Mon point, c'est quand même la technologie. Merci beaucoup. Nous, on n'a plus le temps. Ah, pardon. Voilà, merci beaucoup Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, pour vos commentaires sur l'actu aujourd'hui dans Smart Tech. Juste après la pause, on parle du monde du libre. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. On est en direct le matin à 11h sur la chaîne Bismart. C'est la dernière partie de cette émission désormais qui commence. On a rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, les Annales des Mines consacrent le numéro de juin de cette année de la série Enjeux numériques à l'évolution des droits de propriété et de la gouvernance. Et toi, tu y as contribué à travers un article sur le libre. Oui, j'ai voulu faire une rétrospective de tout ce qui a bien marché dans les modèles de biens communs, donc les logiciels, les manuels scolaires, la musique, et voir si on pouvait essayer d'étendre ça aux industries de services. Donc, par exemple, dans l'éducation, il y a une association qui s'appelle Césamat, qui produit des manuels scolaires en format PDF ou LibreOffice qui dominent complètement le marché du collège. Donc les professeurs peuvent télécharger en LibreOffice, donner le cours avec. S'il y a des erreurs dans les exercices, les corriger. Ils remontent les erreurs à l'équipe de Césamat. Césamat eux-mêmes gagnent un peu d'argent sur chaque copie papier du manuel. Ils ont une équipe de permanents. Ils suivent les programmes. Ça a déjà été adapté pour la Suisse, pour certains pays d'Afrique francophone. Donc on a quelque chose qui n'a rien à voir avec le logiciel, mais qui a exactement le sous forme papier. Voilà, les mêmes avantages, la même flexibilité.
Alors, on trouve dans ton article des exemples de matériel libre dont tu nous as déjà parlé dans Smartech, mais aussi de musique et même de moteurs de recherche sous licence libre. Oui, alors dans la musique, depuis au moins 2004, on a de la musique libre avec un service qui s'appelle Jamendo. Feu Laurent Séguin, qui était le président de l'association francophone des utilisateurs de Linux et de logiciels libres, était aussi un compositeur prolifique sous le nom de Cyber SDF. Ouais. Donc il y a des dizaines, voire des centaines de titres sur Jamendo. Et ce que résout Jamendo, c'est le fait qu'en France, la SACEM ne permet pas à un musicien de diffuser sa musique dans la licence libre de son choix. Et on fait comment alors ? On va chez Jamendo qui en fait joue le rôle d'une société de gestion collective de droits et autorise la licence que l'on veut. Donc la vraie liberté. Et puis si la musique est utilisée dans des vidéos comme fond sonore ou s'il y a des dons, le musicien reçoit une rémunération. Donc aujourd'hui, il y a un demi-million de titres, 50 000 musiciens dedans, ça génère du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui fonctionne. Et alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je croyais que concurrencer Google Search, c'était pas possible. Et j'ai découvert un individu, Joseph Kuled, ancien mathématicien de l'université d'Uppsala en Suède, qui a fait tout seul un moteur de recherche à la vitesse absolument bluffante. Tout seul. Tout seul. Alors on se dit, mais comment c'est possible ? Quant 160 personnes continue à dépendre de Microsoft. ClickZ, c'est marrant, il est fait par mon quasi-anonyme Jean-Paul Schmetz en Allemagne. Et lui s'est fait racheter par Brave et on ne sait pas ce que devient le moteur. Et là, Joseph Kuled, tout seul, sort un moteur de recherche qui marche. Et en fait, la raison, c'est que derrière, il y a un projet qui s'appelle Common Crawl, qui est un corpus, qui est une espèce d'énorme copie du web, 3 milliards de pages, 320 téraoctets de données, et qui permet à un individu dans son coin de monter son moteur de recherche en une année environ. Et alors c'est vrai que moi je l'ai testé, la rapidité c'est absolument bluffant, c'est quasi instantané le résultat. Et alors quand est-ce qu'on pourra parler de cloud libre ? Alors le cloud en fait, c'est pas du logiciel, ni du matériel, ni des données, c'est autre chose, c'est un service. Et donc pour bien réfléchir, je me suis demandé mais quand est-ce qu'on aura des restaurants libres ? Oui. Voilà. Alors parce que par exemple, on en a peut-être marre de tous ces bistrots qui vous servent du plat réchauffé acheté chez Métro. Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, avoir quelque chose comme du Joël Rebuchon, mais qu'on a le droit de copier partout pour avoir de la bonne qualité alimentaire dans toute la France ? Et qu'est-ce que ça supposerait ? Ça supposerait de connaître les recettes de Joël Rebuchon, où il achète ses vins, ses légumes, comment il forme son personnel, où il achète le comptoir, l'ambiance, la décoration, comment il organise tout ça pour avoir à la fin le service Joël Rebuchon. Et ça serait un restaurant libre. Donc ça, moi, je ne suis pas sûre qu'on ait un restaurant libre tout de suite. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est cuit pour les clouds libres ? En fait, on a déjà des clouds libres. Les chatons de Framasoft, qui sont en fait des services pour raccourcir les URL, partager des rendez-vous, prendre des notes, où chacun peut reproduire le service avec toutes les étapes de la recette pour monter le même service. Les gens du téléphone Murena donnent toutes les instructions pour qu'on puisse copier leur cloud documentaire et d'édition de documents. Donc, ça existe déjà, apparemment. Et tu as même cité RapidSpace, j'imagine, oui, dont tu es à l'origine. Mais ce qui est important, c'est en fait que tout ça nous a permis de comprendre que ce qui comptait, ce n'est pas tellement que le logiciel soit libre ou le matériel soit libre. Dans le restaurant libre, on s'en fiche que les carottes et les casseroles soient libres de droit. Ce qui compte, c'est la recette, la façon d'organiser le personnel, de le former pour arriver à reproduire le même service. C'est la même chose pour un cloud. Un cloud libre, c'est un cloud dont tous les processus de gestion et d'exploitation sont publics, reproductibles, modifiables. On peut parler d'open process. Et si en plus le logiciel et le matériel sont libres, on peut parler alors de fully open. Fully open, open process, c'est la première fois moi que j'entends ces notions. Ça vient d'où ? Alors, fonds de dotation du libre, mais derrière les mots, il y a surtout les concepts, et on les retrouve dans le Code des marchés publics en France. C'est Maurice Ronet et Jean-Yves Ollier qui m'en ont parlé les premiers. Maurice Ronet, c'est un militant, un expert des politiques publiques numériques, c'est l'auteur de documentaires Hollywood et le Pentagone. Il a été à la CNIL de 2014 à 2019. Jean-Yves Ollier, c'est un conseiller d'État spécialiste de marché public et droit de la concurrence. Et donc, dans l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession, on trouve l'idée qu'aujourd'hui, le donneur d'ordre peut exiger une copie de la base de données du concessionnaire. Parce qu'en fait, quand les municipalités sous-traitaient à des sociétés privées la gestion de l'eau, la société arrivait, mettait des capteurs, des logiciels, des bases de données.
qui n'appartenaient pas à la municipalité. Et là, on ne pouvait plus changer de concessionnaire à cause des droits de propriété intellectuelle et les prix augmentaient. Le maire ne pouvait rien faire. Donc désormais, le maire peut exiger. Alors moi, ça me fait penser, parce qu'on l'évoquait dans le débrief tout à l'heure, aux problématiques tarifaires, des clients qui se sentent captifs, voire prisonniers. Ça a été dénoncé par les grandes directions informatiques autour du SIGREF, auprès de l'autorité de la concurrence. On est dans la même chose? C'est exactement la même chose, parce qu'en fait, un cloud, souvent, c'est des logiciels libres au cœur. MariaDB, MongoDB chez Google, Azure. Mais autour de ça, il y a des processus secrets d'automatisation de l'exploitation et de la maintenance. Et donc, quand on prend le service de cloud avec tous les automatismes, tout se passe tout seul, on veut en partir, on n'a plus les automatismes. Et comme ils sont secrets, on ne peut pas le reproduire. Et si on doit embaucher un administrateur système pour faire à la main ce qui était automatisé, ça coûte très cher. Ce qui fait que le fournisseur de cloud, il a une limite au prix de ce qu'il peut vendre, qui est en fait ce que coûterait l'administrateur système pour se passer du fournisseur de cloud. Et c'est comme ça qu'on a des marges de 1000% que certains peuvent trouver abusives. Et tout ça, c'est résolu par le cloud libre, parce que dans le cloud libre, les processus d'exploitation, la formation, l'automatisation sont publics, librement modifiables et reproductibles. Donc si on n'est pas content d'un fournisseur parce qu'il est trop cher, on en change. Si on veut qu'il soit d'une nationalité plutôt que d'une autre, on en change. Si on veut s'extraire des problèmes de droit extraterritorial, pas de problème. Ça résout d'un coup toutes les questions de souveraineté. Y compris les questions d'interopérabilité entre les outils? Aussi, puisqu'en fait, on sait comment c'est fait, et si on n'est pas content de la façon dont c'est exploité, on modifie légèrement l'API et on va ailleurs. Donc on a une approche qui résout les gros problèmes de captivité et de lock-in dans le cloud. Et donc pour vous, ça veut dire qu'on a des perspectives florissantes pour les clouds libres demain? On va avoir 2 gros projets qui vont être soutenus par le gouvernement dans les semaines à venir, pour favoriser les clouds libres, et l'association professionnelle des entreprises de logiciels libres va en fait intégrer ce genre de notions au workshop qu'elle tiendra le 16 juin à Strasbourg. Donc, comme ça, vous viendrez nous en parler. Oui. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent retrouver votre article en intégralité, vous pouvez le retrouver sur anal.org, www.anal.org au pluriel. Merci beaucoup à Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, pour son éclairage sur le monde du libre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve bien évidemment dès demain. Demain sera la grande interview. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.